Bonjour. Donc là, je vous présente les ventiloconvecteurs. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Donc je vais vous les montrer maintenant et vous les expliquer. Les ventiloconvecteurs. Dans ce cours, je vais présenter les ventiloconvecteurs, mais je ne vais pas vous montrer les calculs de ventiloconvecteurs. Ce sera fait avec un autre cours. Ça, c'est un ventiloconvecteur qui peut être passé en mural. Donc vous avez des ventiloconvecteurs qui sont très beaux à voir, qui peuvent avoir 2 batteries dedans ou une batterie, ça dépend du système qu'on va employer, et présentés comme un climatiseur. Mais c'est des batteries au lieu d'être des évaporateurs ou des condenseurs. Le ventiloconvecteur posé au sol, qu'on appelle allège, donc celui-ci, on reprend l'air ici et on la souffle ici. Ça, c'est un ventiloconvecteur habillé. On va voir par la suite un ventiloconvecteur sans habillage. Donc ici, on prend l'air ici, on va avoir un filtre et on va pulser l'air vers le haut. Et il y aura un habillage fait par un architecte d'intérieur. Le mural, bon, moi je trouve qu'il est plus agréable à regarder celui-ci que les autres. Il faut voir la possibilité que l'on a et surtout les tuyauteries où on peut les passer. Parce que là, si on ne veut pas voir les tuyauteries, évidemment, faut les passer derrière. Est-ce qu'on a l'accès derrière ou pas? Celui de poser en cassette, bon, celui-ci les tuyauteries sont faciles à poser, sous réserve qu'on a un faux plafond et qu'on peut aller dedans, et avoir la hauteur suffisante pour le poser en faux plafond. Le radiateur traditionnel, son principe de fonctionnement, il est alimenté avec de l'eau chaude qui va de 50 degrés à 70 degrés, ou 70 degrés comme vous préférez. Dans une ambiance à 20 degrés, l'échange de chaleur s'effectue facilement grâce à un écart de température. On a un grand écart de température par rapport à la température intérieure et température de l'eau. Donc la batterie sera plus courte par rapport à la batterie froide qui sera plus large puisque l'écart sera moins grand. On le verra tantôt. Un radiateur posé au mur à l'eau chaude qui arrive au point haut et ressort au point bas. Donc ici, c'est sur ce radiateur-là que l'on parle. La chaleur monte et est remplacée par l'air froid qui passe par le radiateur et ainsi de suite. Donc ici, on a l'eau chaude qui arrive ici. Elle ressort ici. Et l'air froid qui est en bas va se réchauffer et monter par gravité parce que l'air chaud sera plus léger que l'air froid. Elle va monter. Donc on remarque que le système travaille à contre-courant. L'eau chaude va du haut vers le bas et l'air qui se réchauffe du bas vers le haut. Tout cela naturellement. Mais pour fournir du froid, on fait circuler de l'eau, dit glacée, de 7 à 12, dans une ambiance à 24 degrés. On voit que l'écart est moins grand que pour l'eau chaude. Donc ça veut dire que la batterie sera plus grande. L'écart de température devient trop faible pour fournir une bonne puissance calorifique. L'air froid descend et reste au sol et l'air chaud monte. Nous sommes devant un problème. Nous posons notre convecteur au mur à un point bas. Donc nous avons un problème si nous posons le convecteur en bas. On doit recourir à un échange forcé. Un ventilateur est ajouté, le radiateur est remplacé par une batterie d'échange. Donc la différence d'un radiateur pour le chaud, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a rien du tout. Par un ventiloconvecteur, on aura une ventilation forcée. Et les échangeurs ne seront plus pareils, on appellera ça des batteries. Donc les batteries, on aura des batteries froides, des batteries chaudes, et les ventilateurs vont souffler la plupart du temps du bas vers le haut. Et dans certains cas, pour le chaud, ils ont des ventiloconvecteurs maintenant qui soufflent vers le bas. On a un moteur avec 2 axes pour recevoir soit 2 ventilateurs centrifuges, soit 2 ventilateurs tangentiels. On peut très bien avoir des tangentiels ici qui sont entraînés. Le tangentiel est beaucoup moins bruyant que le centrifuge, malgré qu'on peut avoir plusieurs vitesses. Là, ici, on voit la reprise d'air, le filtre, le ventilateur centrifuge, ou tangentiel, comme on veut, qui va souffler soit là sur la batterie chaude ou la batterie froide. Nous allons alimenter notre convecteur par le point haut et reprendre par le point bas de l'air devra être pulsé du bas vers le haut, ceci grâce à notre ventilateur. En pulsant de l'air sur l'échangeur, la puissance calorifique est fortement augmentée. Le bruit était un inconvénient avant, maintenant les fournisseurs ont créé des ventilateurs à plusieurs vitesses et silencieux. Alors pour assurer le refroidissement, l'été, mais aussi le chauffage en hiver, un ventiloconvecteur comprendra une prise d'air du local à chauffer ou à refroidir, un filtre grossier pour arrêter les poussières. En général, dans les ventiloconvecteurs, les filtres ne sont pas des filtres de grande efficacité, je veux dire. Ils filtrent un peu l'air, mais sans plus. Ça dépend, des fois,
On remplace les filtres par des filtres Villedent qui sont un peu plus efficaces et on les lave régulièrement, donc il faut faire un entretien régulier. On aura une batterie chaude et batterie froide, ou batterie chaude qui fait batterie froide en même temps. Ça, on va voir les systèmes par la suite. Comme ici, on a deux batteries, mais on pourra avoir une seule batterie qui fasse du chaud quand on en a besoin et du froid quand on en a besoin, avec un système que j'expliquerai. Et une régulation adaptée. Donc ici, c'est le schéma complet de air pulsé, air repris. Et là, ici, on a l'air neuf qui arrive ici, par le faux plancher. Donc on peut prendre de l'air neuf ou l'amener différemment. Alors, les ventiloconvecteurs avec batterie chaude et froide et air neuf traité. Donc ici, on a d'air neuf qui va arriver ici. On a d'air repris qui arrive ici. Ça s'appellera la boîte de mélange. Et ces deux mélanges-là vont arriver là pour être retravaillés ici, soit refroidis, soit réchauffés, pour être pulsés. Alors l'air neuf, si on a la chance de l'avoir par le faux plancher, tant mieux. L'intégration d'une prise d'air neuf à l'arrière de l'équipement, une solution peu onéreuse, mais pratique et peu coûteuse, mais avec beaucoup d'inconvénients. Elle demande une protection vis-à-vis du risque du gel, ça c'est le premier inconvénient. Elle réalise un pont thermique avec l'extérieur, deuxième inconvénient. Le débit d'air sera en fonction de la pression du vent de la façade. Donc s'il y a du vent sur la façade, l'air neuf aura du mal à rentrer s'il y a trop de vent. Donc c'est trois petits inconvénients qui ne sont pas à négliger quand même. Alors si bien que dans la plupart des cas, on prévoit une installation de ventilation supplémentaire indépendante. Soit une ventilation simple flux avec extraction dans les sanitaires, donc ventilation naturelle simple flux, air neuf, et air vicié qui sera ici. Donc ça, c'est tout naturel. Soit alors on va avoir par la suite ventilation simple flux avec extraction dans les sanitaires, soit ventilation double flux avec pulsion et extraction dans chaque locaux. Là, le simple flux. Le simple flux, vous amenez l'air neuf dans chaque pièce, et l'air vicié va être évacué dans les toilettes, et on aura des grilles de transfert ici qui vont pouvoir faire circuler l'air et l'amener ici. Ça, c'est pour l'amener d'air neuf. Je ne parle pas de chauffage ni de refroidissement ici. Je parle juste d'amener l'air neuf séparé. Ce qui est la plupart du cas fait. Parce que les ventiloconvecteurs où on va encore amener de l'air neuf dessus, c'est très compliqué. Sauf ceux qui sont placés en faux plafond. L'apport d'air neuf est fait dans le bureau à partie haute et les grilles placées en partie basse permettent l'air vicié de sortir naturellement par les toilettes. Là ici, on a le simple flux. Celui-ci, il est ventilé. Donc ici, on va amener l'air neuf là-bas, l'air neuf ici. L'air va aller là et on va évacuer vers l'extérieur, air vicié ici. Donc passer par les grilles de transfert et dans chaque locaux, ça sera comme ça. Extraction par les toilettes, apport d'air dans les bureaux naturellement par dépression de l'air. Extrait des toilettes via les grilles de transfert. Le double flux, donc lui, on amène de l'air neuf dans les locaux via des gainages et un groupe de pulsions. Et l'air extrait sera ici par les toilettes. Alors, bien sûr, je me répète, je ne parle pas de la climatisation, ça part. Alors, avantage des ventiloconvecteurs, la possibilité de faire du chaud et du froid avec le même appareil, son prix de revient très raisonnable suite à la faible surface des échangeurs, la facilité de la régulation, local par local, l'efficacité du transport thermique par l'eau, fait du ventiloconvecteur le best-seller de nos bâtiments climatisés. Alors dans les ventiloconvecteurs, il existe le système 2 tubes, le système 4 tubes, 2 tubes réversibles de fil, alors on verra ce qu'on appelle réversible, 2 tubes plus 2 fils, le premier ventilateur 2 tubes réversibles. Alors 2 tubes réversibles, il faut bien se comprendre, c'est un groupe d'eau glacée, une chaudière, et tout ça mis en série. Donc on peut avoir des vannes incorporées ici, et puis un tube qui vient ici, et pareil pour ici, pour isoler la chaudière en été et isoler la production d'eau glacée en hiver. Alors ici, on passe ici pour simplifier le schéma. Ici, il n'y aura que 2 tubes, un tube là et un tube là. En hiver, on aura la chaudière qui va fonctionner, et en été, on aura la production d'eau glacée. À partir du moment où on chauffe, on ne peut pas refroidir. Elle est arrêtée, ou elle est en stand-by. Ça, c'est l'inconvénient. On verra par la suite, mais un risque de perte d'énergie apparaît par mélange de l'eau froide et de l'eau chaude si la zone neutre est faible. Donc ici, on doit avoir une belle zone neutre, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas de fonctionnement ni chaud ni froid. Pourquoi une perte d'énergie? Lorsque nous sommes entre deux saisons, nous allons avoir généralement le matin besoin d'un apport de chaleur, et vers midi, l'après-midi, un apport de froid. Ce qui fait que nous chauffons l'eau le matin et la refroidissons vers midi. Comme l'installation, il y a 2 tubes, c'est la même eau que nous allons retravailler. Donc ça, c'est pas génial.
Conclusion, nous avons une installation peu coûteuse à l'achat, mais peu rentable. L'installation n'est pas souple, nous produirons du froid ou du chaud, mais pas les deux en même temps. Donc on choisit chaud ou froid et il faudra faire avec. Donc le problème qu'il y a, c'est entre les deux saisons, c'est que souvent entre deux saisons, le matin il fait froid, donc vous êtes obligé de mettre un peu le chauffage, et puis l'après-midi, il commence à taper, le soleil commence à taper, il fait chaud, là vous êtes obligé de mettre le froid. Donc là c'est l'inconvénient de ce système. C'est que l'eau que vous allez chauffer le matin, vous allez la refroidir l'après-midi. Le cas de tube, donc lui il est beaucoup mieux. Donc le cas de tube il est beaucoup mieux, c'est celui que je préfère. Donc ici vous avez production froid, production chaud, deux batteries là. Donc ça veut dire que je peux faire du froid ici, du chaud ici, et vice versa, et puis dans les locaux différents. Et je dispose de deux échangeurs pouvant être connectés en permanence soit au réseau chaud, soit celui d'eau glacée. Système meilleur, l'installation est plus onéreuse à l'achat, mais très rentable et souple pour le client. On peut demander du chaud dans un local et du froid dans un autre. Donc 4 tubes, 1, 2, 3, 4. 2 tubes, il y en a avec 2 tantôt. Ici, il y en a 4. C'est ça qu'on appelle 4 tubes ou 2 tubes. Là, ici, ventilateur 2 tubes, 2 fils. Donc ça veut dire qu'on n'a que 2 tubes parce qu'il y a une seule batterie. Mais par contre, le chauffage de fil, c'est pour chauffer. Soit qu'on aura le chauffage suffisant pour chauffer toute la pièce en hiver. Donc ça représentera déjà une belle batterie de chaud. C'est très coûteux. Pour diminuer les coûts d'installation, on ne prévoit que le réseau d'alimentation d'eau glacée. Donc l'installation est moins chère à la base pour les tuyauteries. Pour assurer le chauffage d'hiver avec des résistances électriques, alors d'appoint ou suffisamment pour chauffer, si on n'a pas de radiateur dans le bâtiment. Le ventilateur pousse l'air du local à travers de la résistance, comme dans le cas d'un convecteur électrique direct. Donc ici, on va avoir la batterie froide et ici le chaud. Alors les avantages et inconvénients, l'installation est plus souple que celle à 2 tubes, mais elle n'est pas rentable, l'énergie électrique est coûteuse. Nous aurons une installation hiver qui ne sera pas rentable, mais elle permettra de chauffer dans un bureau et dans l'autre de faire du froid. Donc ce sera l'avantage pour la demi-saison de pouvoir avoir du chaud à un endroit et du froid à un autre. Parce que bon, on peut avoir des locaux qui soient au sud et au nord. Au nord, on aura besoin l'après-midi sûrement de chauffer, qu'au sud, en demi-saison, on sera obligé de refroidir. Donc elle sera plus souple. Mais bon, question rentabilité, ça c'est autre chose. Le point qu'il faut faire très attention, c'est que quand vous arrêtez l'installation, donc on va revenir à la dia d'avant, quand vous arrêtez l'installation ici, le ventilateur ici doit être retardé, il doit être arrêté quelques minutes après que vous avez arrêté toute l'installation. Pourquoi? Parce que si vous êtes en mode chauffage, ici les résistances vont continuer à dissiper leur chaleur, si vous arrêtez tout en même temps, et le thermostat de sécurité va réagir. Ça c'est obligatoire, le thermostat de sécurité. Donc le thermostat de sécurité qui est juste au-dessus, qui est une protection pour l'incendie et éviter de chauffer trop, ben, lui va réagir. Donc c'est pas génial, parce que lui a un réarmement manuel en général. Réarmement automatique pour ces trucs-là, il vaut mieux pas. Donc c'est un réarmement manuel. On arrêtera toute l'installation et seulement les ventilateurs seront temporisés pour arrêter après. Alors, les ventilateurs de tubes réversibles plus de fils, astuce, ce dernier système peut être utilisé en fonctionnement de tube, au glacier en été, au chaud en hiver. La résistance électrique sert uniquement résistance d'appoint en mi-saison. Lui, il a un petit avantage, c'est que si par exemple vous êtes en mi-saison, ben, vous pouvez faire le froid d'un côté, dans des locaux où on a besoin de froid, et si on a besoin de chaud, la résistance d'appoint peut se faire ici. Donc ça, c'est une résistance d'appoint. Elle ne servira que pour la demi-saison. Quand on aura besoin de chaud, là, c'est la chaudière qui va être mise ici, qui chauffera. Alors, ce système est peu rentable, nous rencontrons le même problème que le système à 2 tubes réversibles. L'avantage, c'est que nous pouvons chauffer pour faire un apport de chaleur dans les bureaux et faire du froid dans un autre en demi-saison. Ça, c'est très important. L'hiver, nous sommes au même problème que les 2 tubes réversibles, aucune souplesse. Nous ne fournirons que du chaud et du froid. La résistance ne suffira pas à chauffer cette dernière système d'appoint uniquement. Donc là, c'est soit du chaud, soit du froid, et la résistance d'appoint. Donc en demi-saison, ça convient très bien. La résistance, le froid. Évidemment, on aura le même problème qu'avec les résistances pour chauffer. Ici, c'est la résistance d'appoint, mais quand c'est la résistance vraiment pour chauffer, ben là, on aura le même cas, c'est que le ventilateur, on devra l'arrêter avec une temporisation après avoir arrêté l'installation.
Il est possible d'intégrer complètement des ventilos dans un faux plafond ou dans un faux plancher, sous réserve que l'équipement fait 200 à 300 mm. Il y ait suffisamment de place pour placer. Donc cette hauteur-là doit s'encastrer dans le faux plafond et d'autres systèmes qui peuvent être dans les faux planchers aussi. Bon, ça c'est une cassette, ça peut être dans le faux plafond. Ça c'est un ventiloconvecteur qui se met dans un faux plafond. On montrera les avantages et inconvénients de celui-ci. Il s'agit d'un appareil de type cassette, il aspire l'air du local en partie centrale et repulse après traitement latéral tangentiel au faux plafond. Donc on verra ici, tangentiel, on essaye d'avoir l'effet Coanda ici. Ici on a la cassette, donc ici on va prendre l'air ici, on va souffler par les ouïes qui sont ici. Et maintenant il y a des appareils où les ouïes sont prolongées ici. Elles font tout le tour, pour gagner de la puissance et aller dans les coins aussi. Alors certains ventilos sont prévus pour être intégrés sous le plancher ou dans les faux plafonds. Donc dans le plancher il peut être monté sur des vérins. Dans ce cas l'ouverture de l'appareil doit pouvoir se faire par le dessus. Ça c'est pour le faux plancher. Soit il s'agit d'un appareil dont le règlement est prévu via des gaines de distribution vers différentes grilles de pulsion. Cela améliore le confort, meilleure distribution d'air, diminution des bruits, mais il faut que le ventilo reste facilement accessible pour la maintenance, ouverture prévue par le dessus. Alors, les ventilos convecteurs de ce type-là, qui sont des appareils qui sont placés en faux plafond, avec des gainages, soit qu'on a un seul et puis qui va nourrir plusieurs pièces. Ces appareils-là, on doit prévoir un accès ici. Donc il ne faut pas oublier de prévoir cet accès, c'est très important pour l'entretien et pour les réparations. Donc, vous voyez ici l'appareil, donc ici s'il est dans le faux plafond, il faut accéder à ça. Alors je préfère avoir un local technique où on place cet appareil-là et avoir les gainages qui partent. Mais ce n'est pas toujours évident, 3/4 du temps on n'a pas assez de place, ils sont obligés d'être dans le faux plafond. Mais de demander à avoir une trappe suffisamment grande pour pouvoir rentrer dans le faux plafond, pour pouvoir travailler sur l'appareil quand il y a quelque chose à réparer. L'habillage dans les ventiloconvecteurs placés en allège, donc au sol. L'air peut être pris ici et soufflé ici. Ça peut être fait par un architecte d'intérieur, ici c'est un architecte d'intérieur qui a fait faire ça. Et ici, oui, il y a même des prises de courant prévues et tout, les thermostats qui sont ici. Alors ça, les thermostats ici, ça c'est de moins en moins, en général, soit que le thermostat est à l'intérieur, soit qu'il est généré par une GTC, gestion technique centralisée. Alors ici, ils sont très bien ces habillages-là, parce que ici c'est incliné, comme vous voyez ici. Donc là, l'air sort ici, l'air rentre ici et sort ici. Le filtre est à l'intérieur ici, ça se démonte devant facilement. Par contre, celui-ci, il existe, mais celui-ci n'est pas génial. C'est plat ici, c'est ici. Pourquoi il n'est pas génial? 3/4 du temps, vous allez dans les bureaux, les gens qui vont poser des classeurs ou des feuilles ici. Et ils vont se plaindre qu'il ne fait pas assez chaud ou il fait trop chaud. Ils perturbent la ventilation ici. Ils ne se rendent pas compte. Et, soit il y a des pots de fleurs, soit on a de tout. Hein. Bah, en été, on rencontre même des gens qui démontent ça, qui mettent des bouteilles de coca ou des trucs comme ça pour les refroidir. Hein. Alors les ventilateurs, ils sont assurés par une ou deux turbines centrifuges ou tangentielles, de 40 à 50 pascal de pression totale, généralement à 3 vitesses, avec un sélecteur de vitesse. Donc, soit que le sélecteur de vitesse est placé tout près, soit qu'il est dans une GTC. En général, l'utilisateur laisse en première vitesse pour limiter le bruit. Alors la régulation pour le ventiloconvecteur, on peut faire varier la vitesse du ventilateur en fonction de la température, manuellement, avec un variateur de fréquence qui lui est commandé par un thermostat électronique. Variation de débit d'eau avec une vanne de régulation commandée par un thermostat tout ou rien, ou un thermostat électronique qui sort d'une tension 0,10 volts. Donc le débit d'eau peut être contrôlé, la ventilation peut être contrôlée. Là ici c'est un simple thermostat où vous avez 3 vitesses de ventilation, vous avez soit le chaud, soit le froid, et le contrôle de la température. Le convecteur de tube, on a deux systèmes qui s'entrecroisent, le circuit d'eau et le circuit d'air. Sur un schéma de base, il y a deux régulations. On peut avoir une régulation sur la ventilation, on peut avoir une régulation sur les vannes de régulation d'eau, soit une 3 voies, soit une 2 voies régulation de pression différentielle, soit une vanne 2 voies de circulateur à vitesse variable. Donc on peut avoir ces 3 systèmes pour l'eau et un système pour l'air. Une régulation de l'alimentation eau chaude ou glacée des ventiloconvecteurs, c'est pour le cas de tube. Chaud ou froid plus commutation été-hiver. Chaud ou froid par une machine frigorifique réversible. Donc là c'est une pompe à chaleur. Chaud et froid simultané, plus distribution par zone, plus circulation de zone. Alors les détails technologiques, il y a la vanne, il y a la batterie d'échange air-eau, tube ailette et encastré par 2 vannes d'isolement et une vanne de réglage de débit d'eau.
Alors ça, c'est pour les installations qui sont très bien faites, parce que les vannes d'isolement, 3/4 du temps, on ne les trouve pas, il n'y en a pas. Pourquoi? C'est une question de prix. Cette vanne est commandée par un thermostat dont le bulbe est situé dans l'aire de reprise. Donc ici, une installation de chauffage normale, avec un radiateur à convection naturel. Donc ici, on a une vanne mélangeuse. Donc la vanne mélangeuse, on reconnaît avec le circulateur qui est derrière. Ici, l'air repris et l'air qui sort de la chaudière sont mélangés pour contrôler la température. Je rappelle que la vanne mélangeuse, on contrôle la température de l'eau qui arrive au radiateur, tandis que ou l'échangeur ici, et la vanne diviseuse, elle va nous contrôler le débit d'eau seulement. Alors on peut très bien mettre des ventiloconvecteurs, comme ici, à la place de ça, ce qui est notre but de notre cours ici. Donc ici, on peut avoir ce type de vanne qui soit placé sur les échangeurs ici. Donc on retrouve pour les autres ventiloconvecteurs les régulations locales de chaque ventiloconvecteur, une vanne 3 voies, une 2 voies régulateur de pression différentielle, vanne 2 voies circulateur vitesse variable, production chaud et froid distinct, production combinée de chaud et de froid via une machine frigorifique ou récupération de chaleur au condenseur. Donc ici, ça c'est la pompe à chaleur. Donc c'est les avantages qu'il y a d'un ventiloconvecteur. La possibilité de faire du chaud et du froid avec le même appareil et avec une puissance élevée. Le prix de revient raisonnable suite aux faibles surfaces des échangeurs, à débit d'air forcé et au faible coût. À noter que le prix de l'appareil dépend peu de la taille de l'échangeur, qui est donc possible de surdimensionner au départ pour tenir compte des éventuels accroissements de charges futures. Une intégration aisée en rénovation, puisque seuls des tuyauteries d'eau sont remplacées en dehors de la gaine de débit d'air neuf. Donc là, si on a la chance de pouvoir faire l'apport d'air neuf à part des ventiloconvecteurs, l'installation sera beaucoup plus propre. Sauf si nos ventiloconvecteurs sont intégrés dans le plafond, et là on peut faire des gainages d'air neuf avec. S'il n'y a pas de faux plafond, on peut le mettre en allège, on peut le mettre en plafonnier, on peut faire ce que l'on veut. Alors la possibilité de placer le ventilo en hauteur et de libérer la place au sol, donc ça c'est l'avantage de le mettre en plafonnier ou en mural, mais en haut. De régulation locale par locale et donc un bon confort pour les utilisateurs. Une régulation souple puisque on peut réaliser le contrôle de régulation soit par l'eau, soit par l'air, ou les deux. Un mode de régulation très accessible pour les utilisateurs. Une vision possible des différents appareils par bus de communication, ce qui permet une régulation globale qualité par GTC. Une efficacité du transport thermique par l'eau. Donc là, c'est le plus facile. Pour moi, personnellement, il est mieux de faire une distribution d'eau qu'une distribution de gaz frigorifique. Donc je vous ai montré les différentes sortes de ventiloconvecteurs. Il ne faut pas oublier qu'un ventiloconvecteur, ça peut être l'appareil qui est avec un split system, donc une pompe à chaleur ou n'importe quoi. C'est un ventiloconvecteur, sauf que c'est le gaz frigorifique qui circule dedans. Donc moi je préfère 100 fois, et d'ailleurs il est recommandé par NBN 378, que l'on pose des ventiloconvecteurs à eau glacée et tout ça, et d'éviter d'avoir des gaz qui circulent dans tous les bâtiments. Comme par exemple, le VRV est très bien, et d'ailleurs c'est une technologie géniale, moi je dois connaître, c'est super, mais ça a l'inconvénient, c'est que le gaz circule dans tout le bâtiment. Donc et trouver les fuites, c'est pas toujours évident. Mais bon, comme je dis, chacun voit midi à sa porte, le VRV a ses avantages et inconvénients, et le ventiloconvecteur aussi. À vous de choisir. Allez, à bientôt.